Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Certains parmi les téléspectateurs de cette émission pensent sincèrement que j'exagère, que j'en fais trop, que je force le trait, que je noircis le tableau quand je parle du régime algérien. Qu'on me dise alors, si rapporter que Sellel a dit qu'il allait transformer les plaines de Maaskar en Californie et forcer le trait. Si c'est noircir le tableau que de relayer ses dires quand il a autorisé publiquement les jeunes à se marier avec le crédit de l'ANSEJ. Est-ce exagéré que de rapporter que Belkhadim avait déclaré publiquement que les jeunes Harraga ne voulaient aller en Europe que parce qu'ils rêvaient d'épouser des blondes et de porter un survêtement Lacoste? Est-ce caricaturé que de montrer Ould Abbas en train d'affirmer qu'il est un roc indestructible et même l'Himalaya? Que son fils avait été victime d'un complot et que la gendarmerie ne l'avait pas arrêté en possession d'une très forte somme d'argent et de listes de candidats aux législatives? Est-ce être monstrueux d'exagération que de relever que Bouteflika a été élu un 4e mandat sans avoir fait de campagne électorale? Est-ce mentir que de constater que Saïd Bouteflika est au cœur de la machine occulte qui dirige le pays? Est-ce en faire trop que de relever que le secrétaire général de l'UJTA est plus proche du patronat et du patron du patronat que des travailleurs? Est-ce dépasser les limites de sa mission de journaliste que de signaler qu'une foule de ministres et d'ambassadeurs ont fait antichambre dans les salons de Ali Haddad en attendant qu'ils veuillent bien leur faire l'aumône de les recevoir? D'autres outrances que nous avons rapportées ou relayées dans cette émission. À vous de me dire si nous avons forcé le trait. Houda Faraoun qui déclare que l'Algérie allait exporter de l'Internet vers les pays africains. Abdelmalek Boudiaf, ex-ministre de la Santé, qui a déclaré en direct à la télé que l'Algérie dispose d'équipements médicaux qui n'existent même pas aux USA et en Europe. Ammar Roul, qui a affirmé avec force et plusieurs fois que l'autoroute qu'il a réalisée et qui a coûté au moins 6 fois son prix logique était le projet du siècle. L'Akhdar Brahimi, qui nous apprend que la santé de Bouteflika est en nette amélioration après que Ould Abbas nous ait promis que le même Bouteflika allait bientôt remarcher. Vous en voulez encore? Il y en a des milliers dans le genre. Msahel a dit qu'en Afrique du Nord, il n'y avait que l'Algérie qui soit un pays sérieux. Chakib Khalil n'a pas été blanchi par la justice, qu'il avait pourtant condamné, mais par des zaouïas après une tournée triomphale où on lui a offert des burnous et des Corans. Ou Yahya qui nous jure qu'il a été victime, que Chakib Khalil a été victime d'une injustice. Pareil pour l'ex-PDG de BRC, Ould Qaddour, que Bouteflika a liquidé la société, la BRC, sans audit, pour qu'on ne remonte pas au cœur du scandale. Le même Ould Qaddour ne s'est pas fait blanchir par la justice, qu'il a condamné à une très lourde peine de prison ferme, mais par sa nomination à la tête de la première entreprise du pays, la seule qui le fait vivre, la Sonatrach. Le même Yahya vous promet qu'il n'y aura pas d'inflation après qu'il aura recouru à une massive planche à billets pour résorber l'immense trou budgétaire. Le même vous affirme solennellement que le président Bouteflika assure normalement ses charges. Le même qui vous a déclaré publiquement que le pays ne pourra pas payer les salaires de novembre s'il ne recourt pas à une très grosse planche à billets. Est venu juste après vous affirmer que le pays est en très bonne santé et qu'en moins d'1 an et demi, la situation reviendra à la normale. Normal aussi qu'un monsieur est nommé ministre du Tourisme et limogé 48 heures après, puis nommé de nouveau au même poste, quelque temps plus tard, avant d'être encore relimogé 2 heures plus tard. Normal qu'un Premier ministre soit humilié et chassé moins de 10 semaines après sa nomination pour avoir osé tenir tête
au patron des patrons et néanmoins proche du patron non dit de toute la Smala. Normal que des milliers, oui, oui, des milliers, d'anciens ministres, de wali, de cadres supérieurs, d'officiers supérieurs, d'apparatchiks du FLN et du RND détiennent des résidences dans les meilleurs quartiers des capitales occidentales. Normal que leurs enfants soient tous dans des affaires qui sucent le sang des générations futures, après avoir bouffé la vache à lait. Normal que la justice soit rendue par coups de fil interposés. Normal que la presse fonctionne à la carotte et à la pub, ou au bâton des créances impayées. Normal que les sièges d'élus soient vendus aux enchères. Normal que des clientèles du régime soient devenues milliardaires en dollars par la grâce des lignes de crédit et autres trafics légaux. Normal que le pays tout entier ait été squatté jusqu'à ses trottoirs, ses places publiques, jusqu'à la cour de ses écoles, par des baggaras qui construisent leurs bidonvillas, pendant que leurs maîtres se prélassent dans des résidences luxueuses qu'ils ont acquises pour 4 dinars 6 centimes. Normal que tous les barons du régime, leurs bobonnes et leurs enfants soignent leurs bobos dans les meilleurs hôpitaux du monde, pendant que le petit peuple crève dans ses mouroirs. Normal que les pires prédateurs qui soient collectionnent les hajjat et les amrat. Normal qu'ils considèrent que s'enrichir n'est pas ibn haram, que la qfaza ne doit pas être montrée du doigt, parce qu'il est normal d'être qafiz quand on habite au Qfazistan. Normal aussi que 10 millions de Qfazistanais vivent en dessous du seuil de pauvreté, que des millions d'autres s'entassent dans des habitations insalubres, qu'ils se nourrissent des restes, que leurs enfants ne peuvent pas aller à l'école pendant que les Qafzines font bombance. Normal aussi que des millions de jeunes, et même des femmes, et même des enfants ne rêvent plus que de réussir une harga vers des lieux où il n'est pas obligatoire d'être qafz pour vivre dignement. Normal, tout cela, et bien plus encore. Normalement normal, normalisé. Ce qui n'est pas normal, nous rappelle-t-on, est notre propension à parler de ça, de rebâcher, de répéter, de blablater, de nous obstiner à voir les choses comme elles sont, et non pas à travers les lunettes arc-en-ciel fournies avec la soupe des médias mercenaires. Mercenaires. Aujourd'hui. El Watan, corruption, l'étrange fierté d'Ahmed Ouyahia, par Farouk Djouhadi. Algérie Focus, politique. Ouyahia soutient que Chakib Khalil a fait l'objet d'une terrible injustice, par Massinissa Mansour. PSA, propos de Messahel sur le hashish marocain. El Moudjahid enfonce le clou, par Hassan Saadoun. Alors, dans notre émission d'aujourd'hui, déclarations outrancières, panique ou diversion. Donc, pour parler un peu de ces histoires de barons du régime qui font des déclarations aussi ahurissantes les unes que les autres, nous allons en parler. Et avec nous pour en parler, donc Zahlani Izzeddine, juriste et analyste politique qui est avec moi ici. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur. Merci. Alors, Nordine Bahbouh, ex-ministre, président du parti l'UDS, et Farhat Aïtali, expert financier, qui nous parleront tous deux depuis Alger. Izzeddine Zahlani, on nous accuse, particulièrement moi, pour dire les choses dans cette émission, d'en faire trop, d'exagérer. Vous pensez qu'ils exagèrent et que d'une manière générale, les journalistes d'Al-Magharibia exagèrent en montrant les barons du régime dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils font? Je pense qu'effectivement, tout excès dans la liberté d'expression est mauvais, mais selon ce que tout le monde peut constater, a priori, du moins, l'excès inverse est plutôt dans les moyens de presse algériens qui sont totalement à plat ventre et ont perdu d'ailleurs toute crédibilité. Maintenant qu'une chaîne qui ne cache pas son opposition au régime fait de l'opposition. Mais est-il rédhibitoire de dire les choses comme elles sont? Je ne sais pas, je vais donner un exemple. Par exemple, d'abord, je corrige quelque chose. Là où j'ai vraiment exagéré, quand j'ai dit dans mon introduction que Chakib Khalil a été condamné. Il n'a pas été condamné.
On a lancé un mandat d'arrêt contre lui. Tout à fait. Et le procureur général, qui a reçu l'injonction de lancer un mandat d'arrêt contre lui, a été remercié, il a été chassé, comme un malpropre. Est-ce que c'est exagéré de le dire? De dire quoi? De dire que Chakib Khalil était sous le coup d'un mandat d'arrêt, puis qu'il a été blanchi non pas par la justice, mais par une tournée dans les Zaouïas. Est-ce que c'est exagéré de dire ça? C'est pas les Zaouïas quand même qui l'ont blanchi, c'est la procédure qui était malheureusement défaillante. Oui. Étant ministre et étant poursuivi pour des faits supposés donc illégaux pendant qu'il était ministre, c'est la haute cour de justice qui est compétente et pas la justice normale, si vous voulez. Et c'est pour cela que l'action devait malheureusement être annulée. Alors, avant de recevoir nos autres invités... Ce qui n'est pas du tout dans l'intérêt de M. Chakib Khalil, parce que plein de présomptions pèsent sur lui et que... il n'a pas été lavé, en fait. Il n'a pas été lavé, il y a des présomptions, il y a tout cela. Et donc, le mieux, c'est qu'elle actionne lui-même, à la limite, d'une manière ou d'une autre, pour pouvoir se blanchir des accusations. Pourquoi Ouihia vient nous dire aujourd'hui qu'il a été victime d'une injustice? Je tiens à préciser quelque chose. C'est que Ouihia, jusque-là, n'a rien dit de cette injustice qu'il déplore aujourd'hui. À votre avis, pourquoi dit-il maintenant que Chakib Khalil a été victime d'une injustice, donc forcément une injustice, une cabale montée par Général Toufek? C'est ce que dit Ouihia sans le nommer. Non, mais c'est étonnant d'une part parce que Ouihia, si ma mémoire est bonne, s'est exprimé en tant que président du RND. Oui, mais quand on est... Bien. Pardon, et il voulait ne pas faire la juste confusion. Une précision. Je crois, si je ne me trompe, qu'un chef du gouvernement, quand il s'exprime publiquement, s'exprime toujours en tant que chef du gouvernement, sauf s'il le fait à huis clos, sans médias. Oui, mais lui, il avait insisté pour dire que c'était en tant que RND. Bon, la confusion entre le RND et le pouvoir étant acquise. La question, par contre, sur monsieur Chakib Khalil, premièrement, ce monsieur est assez grand pour se défendre lui-même. Et deuxièmement, il ne s'agit ni de l'accabler, ni de le défendre. Il n'y a que la justice qui peut le faire. Mais ils ne veulent pas le faire passer en justice, non, même pour le blanchir. Alors qu'ils peuvent donner injonction à la justice de le blanchir, mais ils n'osent pas le faire. Mais dans tous les cas, que ce soit pour lui ou pour d'autres, il n'y a que la justice de réhabiliter, de condamner, de citer, le cas échéant, ne serait-ce que lui rendre sa dignité. Et ce n'est pas une personne publique ou autre qui peut laver, qui peut enlever les présomptions de culpabilité qui pèseraient sur une personne. Et pourtant, M. Ouihia a dit qu'il a été victime d'une injustice. Là, il n'est pas du tout dans son rôle. Alors, nous allons voir sauf qu'il exprime une simple opinion. Nous allons voir quelques images. Nous allons demander à nos autres invités donc quelques extraits de ce qu'il a déclaré à la chaîne 3. Poursuite. Je crois que le ministre de la Justice, je l'ai entendu comme tout le monde il y a 1 mois, 2 mois, annoncer qu'il y a X milliers d'affaires. Maintenant, il y a eu des explosions de pétards qui, avec le temps, se sont révélées des injustices. Ce que Sonatrach a vécu, je l'ai dit et je le redis, je le redirai jusqu'au jour où je fermerai les yeux, beaucoup d'injustices ont été commises. Ce qui a été fait contre Chakib Khalil, il y a beaucoup d'injustices qui ont été commises. Je parle de ces cas qui font l'actualité contemporaine. Il y a des cas dans le passé également. Ces situations ont-elles porté préjudice à l'Algérie aujourd'hui? Sans aucun doute. Monsieur Ahmed Ouihia, sans aucun doute. Par doute. rapport aux investissements des gens étrangers qui disent qu'il y a une instabilité juridique en Algérie. Sans aucun doute. Vous savez, madame, l'Algérie, c'est comme une très très grande famille. Quand l'image d'une famille est perturbée par des, qu'en dira-t-on, des cris et des bagarres, ça ne fait pas beau pour la famille dans son village. L'Algérie, c'est la même chose. Farhat Ait Ali, merci d'être avec nous. Merci Jamal, bonsoir. Bonsoir. Alors, Farhat Ait Ali, donc voilà, on ne comprend pas, il y a quelque chose qui cloche quelque part. M. Ouihia s'est tu jusque-là, il n'a jamais dénoncé ce qu'il dit être une injustice commise contre M. Chakib Khalil, en ces temps où il était peut-être rangé dans le camp de Toufek, qui lui-même était à l'origine des poursuites contre Chakib Khalil. Aujourd'hui, après
l'attaque frontale qu'a menée le DRS, je ne dis même pas l'ex-DRS, puisque TSA, ils mettent le DRS, s'alarme des effets néfastes sur la paix sociale du discours de Yahya. Là, il dit non, non, Chakib Khalil est victime d'une injustice et les autres aussi. Il veut dire Wild Qaddour, par exemple, qui était PDG de la BRC, qui a été condamné à une lourde peine de prison et dont Bouteflika a dissous l'entreprise sans audit, sans rien du tout. Qu'est-ce que vous en pensez de cette sortie de M. Yahya? Pour commencer, je vais parler du personnage lui-même. Je crois que c'est une sorte de réincarnation de Talleyrand en version berbère tiers-mondiste. Le personnage célèbre de Talleyrand, c'est que tout le monde sait qu'il est passé de la Convention vers le consulat, vers l'Empire. Après, il a trahi Napoléon 2 fois. Et il est passé à la Restauration. C'est une spécialité chez lui, mais n'empêche que tout le monde le repêchait à chaque fois, le Talleyrand, parce que certaines besognes et certaines tâches ne peuvent être accomplies que par ce genre de personnage. Il semblerait que M. Yahya soit fait effectivement une réincarnation de ce personnage, mais sans la culture politique et la culture diplomatique du véritable Talleyrand. Si mes souvenirs sont bons, ce qu'il appelle des pétards ne sont pas des pétards, c'est des bombes qui ont pratiquement détruit des destinées, des sociétés et même fissuré l'économie algérienne. Il en a fait exploser une en 1998 où il a pratiquement massacré des milliers de cadres du secteur public et avec bien sûr les sociétés qu'il dirigeait. Il est venu en 2001 ou 2002 à la télévision dire que c'était volm, il l'a dit en arabe, volm, comme il vient de le dire aujourd'hui en français à la chaîne 3, alors que la veille des procès en sorcellerie pour ces cadres, il disait que la justice algérienne était souveraine et qu'il n'y a pas à faire son dossier. Si mes souvenirs sont toujours bons, en 2010, quand la Sonatrach a été quasiment déstabilisée par un séisme, c'était lui qui était Premier ministre et il était la cheville ouvrière de toutes les actions justement que menait une équipe au pouvoir qui était pratiquement représentée par le chef du DRS à l'époque pour des raisons qui l'intéressent lui et pas l'Algérie. C'était Yahya, la cheville ouvrière politique, c'était lui. Je ne me souviens pas que ce monsieur ait remis en cause quoi que ce soit dans les procédures, bien qu'à l'époque, je ne pouvais pas dire que ces gens-là étaient innocents, mais j'ai quand même dit que la procédure qui a été suivie, la manière dont ces procès ont été montés, au même titre d'ailleurs que celui d'autoroute Est-Ouest, sentait beaucoup plus les règlements de compte et les chantages politiques qu'une action judiciaire bien menée. Le fameux mandat d'arrêt contre Chakib Khalil en 2012 n'était pas un mandat d'arrêt qui souffrait d'un vice de forme par hasard, mais il a été monté spécialement avec ce vice de forme pour pouvoir servir de chantage local sans avoir d'incidence à l'étranger. Je ne pense pas que les gens qui voulaient chasser Chakib Khalil du pouvoir voulaient aussi qu'il soit arrêté à l'international. Donc vous n'allez pas me dire que le procureur général à l'époque ignorait quand même un article du Code de procédure pénale qui donnait la primauté à la Cour suprême en matière de mandat d'arrêt pour les ministres. Tout le monde savait ce qu'il faisait. C'était beaucoup plus une cabale, où Yahya était au beau milieu de cette cabale. D'ailleurs, je ne m'étendrai jamais assez devant ses capacités au retournement et à l'usage de la justice comme une... Mais à ce moment-là, Farhat Etali, à ce moment-là, au moment de ces petits problèmes, si je peux dire, de M. Chakib Khalil, où Yahya était dans le camp de ceux qui avaient instrumenté l'affaire contre Chakib Khalil. Et il n'avait pas dit que c'était injuste. Il n'était pas dans le camp, M. Sidjamal, il était la cheville ouvrière. La façade civile de toute cette équipe-là, c'était le Premier ministre. Je crois même que sa position de Premier ministre a été négociée en 2008 pour bricoler la Constitution. C'était lui comme Premier ministre ou pas de troisième mandat. Apparemment, chacun avait sa petite combine en tête et ses petites prévisions en tête. Le président, certainement qu'il avait accepté avec l'idée de changer d'avis plus tard, mais les gens qui l'ont aidé à bricoler la Constitution ne l'entendaient pas de cette oreille. Donc il fallait le déstabiliser d'une manière ou d'une autre. Ils ont attaqué la Sonatrach. Ils n'ont pas hésité à attaquer la pitance de tous les Algériens pour régler des comptes
s'il ne concerne qu'une vingtaine d'individus au plus. Et quand on parle de Yahya, il a toujours été à la tête pratiquement de toutes les manigances intra-système. Mais il a cette capacité justement à se rattraper, non pas dans le bon sens, mais à rattraper sa carrière, en sachant que les nouveaux auront toujours besoin de lui, même s'ils n'ont strictement aucune estime pour lui. Napoléon Bonaparte a été trahi par Talleyrand en 1812, et ben il l'a repris en 1814, juste avant la bataille de Waterloo. Et quand ces maréchaux lui ont demandé pourquoi il n'avait pas exécuté ce monsieur qu'il avait récupéré, il le traitait de diable boiteux. Il leur a dit, écoutez, où pourra-t-on trouver quelqu'un de ce genre? Il vient juste de trahir le roi. Donc je crois que M. Yahya, c'est quelque chose dans ce goût-là. Restez avec nous, Frère Taïtali, je reviens à vous dans un moment. Nordine Bahbouh qui est avec nous, ex-ministre, président de l'UFDS. Merci d'être avec nous, Nordine Bahbouh. C'est moi qui vous remercie, si Jamal, et je profite pour saluer les invités de Maghrébia. Merci beaucoup. Alors, cette sortie, d'abord pour ne parler que de celle-ci, de M. Ouyahia, qui affirme, en nous regardant dans le blanc des yeux, que M. Chakib Khalil a été victime d'une injustice, et tous les autres de son attraque, y compris donc par exemple Ould Qaddour, qui était à la BRC, qui a été condamné à une lourde peine de prison ferme, il faut le rappeler, puis qui a été réhabilité d'une certaine manière, pas par voie de justice, mais par sa nomination à la tête de Sonatrach, seulement Sonatrach. Qu'est-ce que vous en pensez, Nordine Bahbouh? Jamal, je crois que vous avez tout dit dans votre introduction. Nous vivons dans une situation de non-normalité. Vous avez cité, posé plusieurs interrogations en disant est-ce normal ceci, est-ce normal cela, et la preuve en est, c'est que nous vivons dans un pays où la normalité a totalement disparu. Pour revenir à votre question, je précise d'abord deux points très importants. M. Ouyahia parle d'une injustice. Peut-être j'aurais préféré qu'il parlerait d'une cabale, s'il avait voulu se disculper un tout petit peu du scénario qui a été monté ou de tous les scénarios qui ont existé à travers le pays pendant l'arrivée de Bouteflika au pouvoir. Ça, c'est le premier élément. Mais Ouyahia oublie une chose qui est fondamentale, c'est l'injustice, les injustices commises par lui-même depuis 1994. Doit-on oublier que Ouyahia a mis en prison plus de 500 cadres. Parmi eux, il y a des cadres qui ont malheureusement perdu leur vie, qui sont sortis malades et qui sont décédés. Yahya parle de cabale et par la suite, comme l'avait si bien dit votre invité, il a la capacité de retournement, de s'adapter à des situations d'une manière qui ne roule blarbi à net, c'est-à-dire que sans scrupule, sans état d'âme. Ça, il faut être vraiment un Ouyahia, parce que je ne pense pas qu'on puisse trouver un homme qui peut, à la limite, s'adapter à de telles situations et à de tels revirements. Lorsque vous entendez Ouyahia parler d'une injustice, d'abord, il vise qui, il cite qui, alors lorsque le dossier Chakib Khalil a été ouvert, on se souvient très bien des déclarations de Yahya. Vous n'avez qu'à revenir aux déclarations de Yahya lorsque le dossier Sonatrach a été ouvert. Savez-vous qu'est-ce qu'il avait à l'époque déclaré? Il avait dit laissons la justice faire son travail. Pourquoi vous n'avez qu'à retirer les cassettes et vous allez retrouver cette déclaration lorsque l'opération a été un certain moment, lorsque le dossier a été ouvert et lorsque l'affaire Sonatrach ou l'affaire Chakib Khalil, appelez-la comme vous voulez, a été enclenchée de la même manière comme lorsqu'on avait parlé du dossier de l'autoroute Est-Ouest et de Michoud. Donc vous imaginez un tout petit peu, c'est quelqu'un qui s'adapte aux situations, au discours du moment, et il a une capacité extraordinaire de le faire. Ça, c'est le premier élément. Mais comment ça se fait, Nordine Bahbouh, comment ça se fait malgré l'outrance de ces déclarations aux antipodes de ce qu'il déclarait il y a quelque temps, passe comme une lettre à la poste sans qu'il n'y ait tollé, sans que la classe dite politique ne s'en émeuve outre mesure. Comment expliquez-vous ça? Qui s'émeut d'abord? D'abord, il faut être réaliste. Le discours de Yahya arrange le pouvoir actuel, le système politique actuel.
c'est le discours qui est bien codé, qui est bien reçu 5 sur 5, avec par moments de remise en cause. Souvenez-vous, il n'y a même pas une quinzaine de jours où Yahya lance déjà dans son discours, vraiment, il lance une bombe en disant que l'Algérie, vous savez, c'est une débat, il pousse pratiquement à des situations qui sont inexplicables, et ça, c'est une manière de faire peur aux citoyens algériens, d'accepter tout ce que Yahya fait, tout ce que Yahya dit, tout ce que Yahya décide. Aujourd'hui, ils veulent nous faire accepter que Chakib Khalil a été injustement peut-être ne pas condamné, attaqué, il y a une cabale interdite, et si demain Chakib Khalil retournera aux affaires, ce n'est qu'une réhabilitation en bonne et due forme. Et moi, je ne suis pas du tout surpris. Nourdine Babou, restez avec nous. Le son s'est brusquement un peu détérioré. Nous allons essayer d'arranger ça avec la régie. On revient à vous dans un moment. Azdine Zalani, on parle de Yahya, mais il n'y a pas que Yahya. D'abord, Yahya lui-même vient de parler de la déclaration de Msahel contre nos voisins marocains. Le chef de la diplomatie algérienne qui a lancé, c'est pas un pavé dans la mare, je n'ose pas dire les mots comme ils devraient être dits, c'est horrible, c'est atroce, c'est odieux, c'est ignoble. Mais comment Yahya réagit? Il réagit en tant que président du RND. Hein. Il dit, nous sommes derrière notre gouvernement. Zama Ouakhati, chef du gouvernement, ce n'est pas le Premier ministre. Nous sommes derrière notre gouvernement, tout ce qu'il dit, on est d'accord avec lui. Et puis nos voisins, si on a dit, s'ils sont contents ou pas contents, tant pis pour eux ou tant mieux pour eux, nous, on n'en a rien à faire. Mais il n'y a pas que lui. Il y a donc Msahel qui a fait cette déclaration incroyable, qui a étonné le monde entier. Il y a Ali Haddad qui, parlant de l'ancien chef du gouvernement, l'ancien Premier ministre, M. Tebboune, le traite de prédateur, et il dit, si vous voulez lui parler, allez le voir, il est Club des Pins, ça veut dire pour rappeler qu'il est resté fidèle à la maison, qu'il est encore des nôtres, hein, qu'il est là à manger nos miettes à Club des Pins. Il y a Wild Abbas qui, chaque jour, a une sortie absolument hallucinante. Il y a tous les autres rôles. Ça veut dire quoi, ça? C'est cette tendance, cette propension à l'outrance, à de l'exagération. Est-ce du mépris? Est-ce de la diversion? Comment expliquez-vous ça? De manière globale, parce que vous avez déjà tout décrit, mais je reste sur ma position. Ces éléments-là qu'on voit de partout, qui montrent un effritement et beaucoup plus de l'État, de son administration, des mœurs politiques et autres, n'est pas simplement l'apparence de contradictions ou de choses qu'on peut condamner politiquement, mais il s'agit pour moi, encore une fois, de manœuvres, d'un travail souterrain qui est actuellement arrivé à la phase finale, celle de la destruction de l'État algérien. De l'État algérien. Parce que c'est cela qui a été commencé à partir de 1999. Ce travail d'arrache-pied, petit à petit, qui fait que la société actuellement s'est effondrée dans ses valeurs, dans sa morale, dans la politique, dans l'administration, dans tous les secteurs, y compris bien entendu le secteur des affaires étrangères, qui devient une rigolade sur la position, soi-disant, de l'Algérie qui devait être bien représentée dans le monde. On voit qu'est-ce qu'il en est. Tout cela n'est pas le fait, et je le répète encore une fois, de l'incompétence des considérés, des responsables ou des irresponsables en place, mais c'est la politique du chef de l'État et de ceux qui... Le chef de l'État de Bouteflika, vous voulez dire? Abdelaziz, oui, Abdelaziz et de celui qui est avec lui. Ça veut dire que vous voulez dire que Abdelaziz Bouteflika est encore aux commandes, d'après vous? Je dis qu'il a été amené à dessein en 1999 pour finaliser déjà l'opération de destruction de notre pays dans les années 90 et commencer l'opération de déliquescence de l'État. Moi, je n'y crois pas beaucoup. Vous m'excuserez. Vous ne pouvez pas y croire, mais c'est des convictions. Pourquoi ramènerait-on quelqu'un pour s'aborder le navire dans lequel on est nous-mêmes? C'est-à-dire même ceux qui l'ont ramené, ils habitent ce pays, leurs enfants sont là, c'est leur pays. Ceux qui l'ont ramené n'habitent pas ce pays. Même s'ils sont haïssables, même s'ils sont exécrables, on arrivait à vouloir tuer ce pays. Ceux qui l'ont ramené
n'habitent pas ce pays, bien entendu. Ceux qui l'ont ramené sont outre-Méditerranée, sont aux États-Unis, sont dans les pays du Golfe, etc. Et il est venu... Mais à l'armée algérienne, c'est l'armée algérienne qui l'a ramené. Ce sont les généraux. Ils sont tous... Sans les généraux, ils n'auraient pas pu prendre qui se sont trompés, d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Et même lui, ils ont été pris dans le chantage. Même lui, s'il était venu pour détruire ce pays, il aurait construit cette mosquée où il compte se faire enterrer avec le plus grand minaret du monde, par exemple, entre autres. Oui, mais le gaspillage de 1000 milliards de dollars, une somme effarante, une somme extraordinaire. C'est peut-être juste de l'incompétence? Ce n'est pas que de l'incompétence. Je ne suis pas du tout convaincu. Aucune incompétence ne peut arriver à faire la destruction. Tous les projets, pratiquement tous les projets, y compris les plus minimes. J'ai vu il y a quelque temps quelques projets qui ont été faits à Intumouchen, à Saïda, etc. et qui s'effondrent, qui sont effondrés. Partout. L'autoroute, tous les grands. C'est une médiocratie. Une médiocratie ne peut générer que de la médiocrité, ne peut générer que du faux, ne peut générer que du minable. C'est dans sa nature, c'est dans son essence. Oui, peut-être la médiocratie, mais jamais on aurait pu arriver à ce stade-là s'il n'y a pas une volonté réelle de destruction de ce pays. Vous me rappelez Wadah Ben Ali, un ami ex-directeur de son EPAC, Maskari, me disait on aurait ramené en 62 les meilleurs experts en sabotage du monde. Ils n'auraient pas pu réussir ce que notre régime a réussi. Farhat Ait Ali, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de nous dire Zailani Azdin? Personnellement, moi, je ne vois pas une volonté planifiée de détruire le pays. Des fois, on peut être destructeur dans les chaînes, même en pensant bien faire. On ne peut pas dire aussi que Bouteflika tout seul, en tant que personne, est venu avec un plan de charge et un cahier de charge pour mettre le pays à genoux. Mais si la structure mentale de l'ensemble de la composante du régime est destructrice dans sa vision de la vie, ça peut réussir sans vouloir expressément le faire. Je m'explique. Si par exemple, on copte un président avec un plan de charge, avec l'idée de s'en servir justement pour asseoir les assises d'un régime qui est tout sauf constitutionnel et sauf juridiquement fondé, forcément on essaie de ramener quelqu'un qui répond plus ou moins à un schéma psychologique. Une fois qu'on le trouve, évidemment, on a l'impression qu'on va essayer de lui imposer des ordres, de construire une pyramide de privilèges, une pyramide de prise de force à travers lui, mais si jamais lui-même a un autre plan dans la tête, c'est manifestement ce qui est arrivé à partir de 2001, il s'est créé deux clans différents. Ceux qui pensent être des faiseurs de roi, qui plaçaient leurs hommes par toutes sortes de stratagèmes et même de coups de force, en l'occurrence Yahya en fait partie. Il y a ceux qui sont venus en pensant être rois, qui plaçaient leurs hommes aussi du fait même qu'ils avaient la position de roi, du moins dans leur esprit. Donc cette querelle entre la présidence et le clan présidentiel et le clan adverse, qui pense qu'il n'existe pas d'institution en Algérie en dehors du rapport de force qu'ils ont pris dans les années 90, a généré justement cette cooptation de toutes les nuisances qui peuvent exister dans le pays. Et chacun est allé recruter ses propres nuisances. Alors ça va des plus petits maires de Douar jusqu'au PDG des grands groupes publics, jusqu'aux ministres. Enfin, disons qu'on s'est débrouillé pour qu'en 17 ans, on arrive au résultat que nous sommes en train de voir là, qui consiste à trouver un ministre des Affaires étrangères qui nie les évidences, qui traficote les rapports de doing business, qui pratiquement insulte toute l'Afrique du Nord. Il a même ici, c'est l'audateur qui pense qu'on va entrer dans une sorte de conflit ou de joute verbale avec les voisins juste pour lui faire plaisir à lui. Et nous avons tout le reste des déclarations. Un homme d'affaires, enfin, entre parenthèses, qui traite un ex-premier ministre de prédateur sans que la justice ne réagisse ni dans un sens ni dans l'autre, parce que dans tous les pays du monde, un prédateur est par définition quelqu'un qui attaque une proie. Et cette proie étant supposée être l'Algérie, la logique... Mais justement, Farhat Ait Ali, excusez-moi de vous interrompre, comment expliquez-vous cette... bon, je vais rester gentil. Cette gentillesse de Tebboune qui accepte, qui plie le genou, qui se laisse humilier, qui se laisse chasser,
qui se laisse insulter et qui en plus dit je reste fidèle au président de la République, sachant qu'il n'y a pas de président de la République, qu'il n'y a que Saïd Bouteflika et que c'est Saïd Bouteflika qui l'a chassé. Ça veut dire quoi, cette soumission, cette servilité? Soyons sérieux quand je parlais de cooptation de nuisance, mais aussi une cooptation de fatuité. Le système ne s'embarrasse pas d'hommes politiques. Quand Tebboune avait lancé sa fameuse croisade contre les hommes d'affaires ou supposés être tels, moi personnellement j'étais contre le caractère folklorique de cette croisade, même si un jour il est nécessaire de toute façon de faire un audit de toutes ces combines. Mais attendre de Abdelmajid Tebboune, qui a été wali pendant je ne sais pas combien de dizaines d'années, qui a été un haut fonctionnaire, ce n'est pas un homme politique. Il n'a jamais été un homme politique et il ne le sera jamais. Donc lui, c'est pratiquement un haut fonctionnaire remercié de manière peu cavalière. Mais vous vous attendez à quoi? À ce qu'il sorte dans la rue se former un nouveau parti, qu'il fasse des déclarations à la presse? Pour lui, on l'a envoyé sur un champ de bataille, il a sauté sur une mine. Et il n'en est pas mort, et ben il attend éventuellement qu'on ait besoin de lui pour un deuxième champ de bataille ou peut-être autre chose dans ce goût-là. De toute façon, le système étant spécialisé dans le recyclage et les rappels, si jamais les choses devaient empirer et que le gouvernement Yahya fasse encore plus grave que les gouvernements précédents, il ne faudrait vraiment pas s'étonner de revoir Tebboune à l'avant-scène. Et pour terminer le boulot qu'on a empêché de terminer, parce que le système ne s'embarrasse pas aussi de ces hommes d'affaires. Il sait comment il les a fabriqués, il sait comment les démanteler en quelques jours. Farhat Aïtali, je vais revenir tout à l'heure vers vous. Je vais poser une même question à vous trois sur cette histoire de nos voisins marocains qu'on semble nous désigner un peu comme l'ennemi qui nous menace. C'est un peu comme pour détourner l'attention des Algériens, mais nous allons y venir. Nourdine Bahbouh, vous êtes avec nous? Nourdine Bahbouh? Oui. Alors, Oui, Nourdine Bahbouh, une question que je voulais vous poser, vous qui avez été ministre. Bon, le régime algérien n'a jamais été très beau, hein. Il a toujours été un peu ce qu'il est aujourd'hui, mais il n'a jamais été aussi hystérique, aussi outrancier, aussi extrême, aussi, j'allais dire, je ne sais pas, au-dessous de tout. Comment expliquez-vous justement ce que je viens de dire, cette hystérie dans le comportement de ces ministres, du secrétaire général de l'UJTA, du secrétaire général du FLN, de ces présidents du parti de la Bouftance? Comment expliquez-vous cette chose qui les caractérise tous, comme si quelqu'un avait donné un coup de sifflet, de cette hystérie qui semble s'être emparée d'eux? C'est la clientèle du pouvoir qui a une mission et elle doit s'acquitter de la mission qui est donnée par le patron. C'est la règle qui est malheureusement appliquée aujourd'hui. Donc vous ne pouvez pas demander à ce que ces gens-là se remettent en cause ou bien se regardent, comme vous l'avez dit, en face d'un miroir pour peut-être dire est-ce que nous sommes vraiment dans le bon sens, est-ce que nous sommes sûrs de ce que nous sommes en train de dire. Moi, je connais plein de gens de cette clientèle. Et je vous assure que lorsque vous les avez en tête à tête, eh ben, je vous assure qu'ils vous choquent par le discours d'opposants par moment et des discussions auxquelles vous ne pouvez jamais tenir et vous ne pouvez jamais accepter. Ce sont des gens qui nous disent, écoutez, la vérité est telle, la situation est grave, les problèmes de production sont là, l'administration est défaillante, nous n'avons pas de cadre, les cadres sont corrompus. Ils disent tout ça, ce que vous êtes en train de le dire, ce que le citoyen lambda connaît très bien, vous-même, non seulement ils le connaissent, et ils le subissent et ils l'acceptent. C'est ça encore la chose la plus grave. Vous avez cité tout à l'heure le cas de Tebboune. Comme il est venu avec ses gros sabots, en déclarant pratiquement la guerre à ses hommes d'affaires, tout en sachant qu'il avait un certain moment composé à ses hommes d'affaires, et dont malheureusement, je n'ai pas à le critiquer, mais en tout cas, il faut revenir pratiquement, comme l'avait dit si Farhat Aïtali, revenir au nombre de postes de responsabilité qu'a eu Tebboune et aussi aux casseroles qu'il traîne. Je m'excuse de vous dire que Tebboune a été cité dans l'affaire de Khalifa, Tebboune a été cité dans beaucoup d'autres affaires. Je pense qu'il a été, disons, instruit pour assumer une fonction.
lorsque le bonhomme, sans être un homme politique averti, sans qu'il soit conscient de ce qu'il dit, eh ben, il a été rappelé à l'ordre par les véritables, disons, décideurs au niveau de notre pays. Ça, c'est le premier élément. Vous parlez du discours qui est développé en ce moment, du discours contradictoire entre les ministres. On entend très très souvent une parole d'un ministre qui est remise en cause par un autre ministre. Vous avez des déclarations contradictoires. On nous a habitués à cela et nous sommes très bien habitués et rien ne nous surprend aujourd'hui en Algérie. Comment pouvez-vous qualifier ça? Est-ce que c'est de l'incompétence? Est-ce que c'est une panique comme dit? Moi, je dis tout simplement que c'est la maison Algérie. Vous n'avez pas un pouvoir homogène, vous n'avez même pas un gouvernement homogène, vous avez un ensemble d'individus qui obéissent aux ordres de chacun. Je connais des ministres qui restez avec nous, Nordin Bahbouh. Je reviens à vous pour tout à l'heure. Azdine Zalani. D'abord, je vais demander à la régie de mettre l'article qui parle du DRS. Regardez. Le DRS s'alarme des effets manifestes sur la paix sociale du discours d'Ouyahia. Et ça, moi, je m'attendais à ce que le TSA l'enlève après pour dire non, on s'est trompé, le DRS n'existe plus, il a été dissous. C'est encore ça, même maintenant, pour ceux qui peuvent avoir TSA, et TSA n'existe plus en Algérie pour le moment. C'est boycotté, ça ne passe plus. Mais ceux qui peuvent l'avoir, ils trouveront le DRS. Ça veut dire que c'est comme si Toufik était venu dire « je suis encore là ». Le DRS est encore là. Bon, ceci étant dit, un ami qui est encore aux affaires, comme on dit, qui est encore donc au sein de l'État algérien, m'a dit qu'il faut craindre le pire. Ce régime, lorsqu'il sera pris à la gorge, lorsqu'il n'aura plus les moyens d'anesthésier les foules, comme il dit, parce qu'il n'a plus d'argent et que la seule chose qu'il sache faire, c'est d'acheter la paix sociale, de gaver les gens. Il faut s'attendre à ce qu'il prenne le Maroc comme bouc émissaire pour ranger les Algériens, tous les Algériens derrière lui, désigner le Maroc comme étant l'ennemi qui veut nous détruire, etc. etc. Et donc, cette sortie de Messel ne serait qu'un préliminaire, en quelque sorte, pour voir comment pouvoir travailler les populations, les conditionner à la haine de notre voisin. Vous pensez qu'il serait capable d'en arriver là? Inch'Allah, Dieu ne plaise à un état de guerre, par exemple? Rien n'est impossible, effectivement, dans le cadre de la fuite en avant et dans le cadre de l'opération de destruction de notre pays. Par contre, moi, je pense que cette idée est bien loin d'être, enfin, en tout cas, très difficilement applicable compte tenu des positions au niveau international. Actuellement, en Europe et dans le monde, nul ne voudrait qu'il y ait une guerre entre les deux États et dans la situation actuelle, bien entendu, et qui pourrait créer encore des zones de conflit et de désorganisation et d'anarchie en Afrique du Nord. Personne ne veut de l'anarchie en Afrique du Nord. Par contre, on interpelle ces pays, particulièrement la France, sur l'anarchie qui va régner en Algérie et qui est pratiquement à nos portes. Et à ce moment-là, ce sera des centaines de milliers d'Algériens un tsunami migratoire. Ayant déjà la nationalité française. Oui. Et qui habitent en Algérie. On parle de 500 000 Algériens. Beaucoup plus. Binationaux qui vivraient en permanence en Algérie. Mais 500 000, hein, c'est un demi-million. Si on compte leurs familles, leurs enfants, tous réunis, ils seraient de l'ordre de 500 000. Et 500 000, vous savez que la France n'a pas pu, pratiquement pour quelques milliers de Syriens, n'a pas pu les prendre en charge. Imaginez 500 000 et bien plus de boat people algériens qui viendraient suite à l'effondrement de ce pays. Et je reviens à dire que cet effondrement est programmé. Par contre, la fuite en avant contre le Maroc, c'est bien connu parce que ça date depuis très longtemps. C'est une vieille tactique. Hein, c'est une vieille. L'ennemi intérieur et l'ennemi extérieur. Tout à fait, le Maroc et cela. Ceci dit, ils ont parlé de la drogue, ou du hashish, qui est exporté en Algérie. Mais alors, qui l'importe? Qui le transfère un peu partout? Les frontières sont fermées. On oublie de nous parler du fameux réseau Zanjabil, si vous vous rappelez, dans les années 90, qui était sous les ordres d'un général-major, avec plusieurs généraux, plusieurs procureurs, qui exportaient non seulement du kiff, mais de la cocaïne qu'on ramenait des côtes mauritaniennes.
rentrent par les frontières fermées du Maroc, qui sont distribués non seulement en Algérie, mais jusqu'en Égypte. En Europe. Et en Europe, par le biais d'une mafia organisée à travers et bien les ports de protégée pêche en algériens. Algérie. Alors quand on parle de hashish au Maroc, producteur, parlons du consommateur qui devient aussi quelque part un peu producteur, parce qu'il y a des régions d'Algérie qui se mettent à la production maintenant du hashish et bien entendu à l'exportation vers d'autres pays. Farhat Aït-Ali, cette thèse du régime algérien qui cherche un exutoire pour détourner l'attention, faire diversion en désignant le Maroc comme étant le principal acteur de nos malheurs? Franchement, au début, j'avais laissé un certain pourcentage de doute quant à l'état de santé ou peut-être à l'état physique du ministre quand il avait déclaré que le Maroc pratiquement n'avait pas d'économie en dehors du hashish. Bon, bien que je doutais un petit peu parce qu'il s'était attaqué à tout le voisinage en partant de l'Égypte d'ailleurs d'une manière assez méprisante et assez cassante. Mais quand j'ai entendu le Premier ministre ce matin dire que le RND, en l'occurrence lui, soutenait le gouvernement, en l'occurrence toujours lui, donc son ministre, je me dis que quelque part, ce n'est pas une erreur de timing, ce n'est pas des paroles en l'air qu'il avait lâchées, ça sent maintenant vraiment la diversion planifiée et assumée. Fort heureusement, d'après ce que je constate ici à Alger, elle a fait pratiquement l'effet d'un pétard mouillé. Le nombre d'Algériens qui se sont pratiquement inscrits dans cette démarche d'invective et de croisade contre le hashish marocain qui, soit dit en passant, vous venez de le rappeler, est exporté vers l'Algérie en grosse quantité, et payé par du gasoil qu'on importe de Rotterdam justement pour le réexporter et payer ce hashish. Le nombre d'Algériens inscrits dans cette cabale et dans cette histoire-là est vraiment minoritaire, tellement minoritaire que même sur leur page ou même dans la rue, ils n'ont pas d'argument à faire valoir. Aujourd'hui, les Algériens ils sont préoccupés par ce qui se présente à eux comme situation économique, par les aventures financières du gouvernement et aussi par le nombre de scandales qui se déclenchent un peu partout dans le pays. Donc ça ne les intéresse pas du tout d'entrer dans des conflits sur un phénomène qui d'ailleurs fait office pratiquement, je dirais, de ritournelle depuis bientôt 50 ans. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on découvre que dans le Rif marocain il y a du hashish. Les Algériens savent à quoi s'en tenir vis-à-vis de cette histoire-là précisément. Merci. Farhat Aït-Ali, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Nordine Bahboua, vous avez le mot de la fin. Qu'est-ce que vous pensez donc de cette tactique peut-être qui consiste à faire diversion, faire feu de tout bois, on alimente des feux de diversion un peu partout, mais surtout à nous désigner nos voisins marocains comme étant l'ennemi de demain, l'ennemi qui nous guette, qui nous veut du mal? Bon, moi je pense que, sincèrement, de mon côté, si on parle de hashish et de la drogue, on connaît très bien quels sont les pays producteurs et quels sont les pays consommateurs aussi. Donc, je ne pense pas que l'idée est beaucoup plus de faire une véritable diversion et c'est de répondre aux préoccupations, aux questionnements de la part du lobby, qui est le lobby le plus puissant, à savoir le FCE. Lorsque M. le ministre des Affaires étrangères a été questionné, a été interpellé sur, disons, les mécanismes où l'Algérie pourrait être présente en Afrique, et en donnant très souvent des exemples du Maroc qui est omniprésent, ou il est très présent sur le Maroc, en faisant allusion aux différents déplacements du roi du Maroc en Afrique, alors que notre président, 15 ans, il n'a pas mis les pieds dans un pays africain. Pendant 15 ans, il n'a même pas visité les pays voisins. Je suis que la Mauritanie, le Niger, le Mali, ainsi de suite. Je pense qu'il a voulu se justifier. Il a voulu justifier la politique étrangère du président de la République en disant, écoutez, ce n'est rien du tout. Et il l'a fait d'une manière vraiment maladroite. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, elle est vraiment inutile et elle n'a rien ramené auprès de l'opinion algérienne. Les Algériens sont préoccupés par, comme on vient de le dire, par leurs problèmes quotidiens. Les Algériens ne se soucient pas du tout des problèmes d'autres pays. Les Algériens sont aujourd'hui interpellés sur l'avenir de leur pays. Donc tout ça, c'est encore une fois une certaine incompétence et une certaine digression à un comportement qui est inacceptable. Moi, je considère que même s'il y a un but inavoué,
il ne tiendra pas le coup. Même s'il y a une arrière-pensée dans ces déclarations, ça ne sert à rien du tout. Il n'y a pas eu de mordant. Si vous posez la question à tous les Algériens, vous dites écoutez, ça, ce ne sont pas des discours politiques et des discours diplomatiques. Nordine Bahbouh, en moins d'une minute, vous pensez que Marocains et Algériens ne se laisseront pas entraîner dans cette discorde qu'on veut provoquer entre eux, qui sont frères, qui sont voisins? Moi, je dis jamais. Les Algériens et les peuples algériens et les peuples marocains sont un seul peuple. Et moi, je vous dis franchement, vous avez vous avez plein de Marocains qui sont ici, qui travaillent, qui se comportent d'une manière admirable, qui sont très très bien acceptés par les Algériens. Ça, les Algériens et les Marocains, en tout cas les peuples algériens et les peuples marocains, ne mordront jamais à tout discours qui tendent à faire... Merci Nordine Bahbouh, je suis désolé de vous interrompre. Merci Farhat Aïtali, merci Azdine Zalani, merci à vous chers amis de nous avoir suivis. Bqaw ala khair, bislama.